Depuis des millénaires, le ciel nocturne observé à l'œil nu fascine l'humanité. Notre soif de connaissance et de découverte nous a amenés à étudier les mouvements des étoiles et des planètes, et l'invention du premier télescope astronomique il y a 400 ans a permis de les observer de plus près. Mais les télescopes installés sur Terre n'offrent qu'une vue limitée du cosmos. Grâce aux télescopes lancés dans l'espace depuis un demi-siècle, nous savons désormais qu'il y a bien plus à découvrir dans l'espace que ce que nous pouvons y décerner à l'œil nu. Ces télescopes, qu'ils soient installés sur Terre ou dans l'espace, recueillent la lumière. Quand nous entendons le mot lumière, nous songeons automatiquement à ce que nous pouvons voir avec nos yeux, c'est-à-dire la lumière visible, qui ne constitue que l'une des formes du rayonnement électromagnétique. La décomposition de la lumière blanche à travers un prisme permet d'obtenir le spectre visible, mais celui-ci ne représente qu'une petite partie du spectre électromagnétique total. Les diverses portions du spectre sont constituées d'ondes qui se déplacent toutes dans le vide à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km à la seconde, et qui diffèrent par leur longueur d'onde lambda ou leur fréquence nu. Le rayonnement électromagnétique constitue le principal mode de transport de l'énergie dans l'univers. En effet, les divers rayonnements ne se différencient en fait qu'en termes de quantité d'énergie transportée. E égale H fois nu. Le spectre lumineux ne se limite donc pas à la seule capacité de nos yeux. La lumière émise par les différents objets spatiaux couvre la totalité des fréquences du spectre électromagnétique. Mais ce n'est que depuis le début de l'ère spatiale que les astronomes sont en mesure d'observer ce phénomène. Mais pourquoi l'ère spatiale est-elle si importante? Pourquoi avons-nous besoin de lancer de nouveaux télescopes et de nouveaux observatoires dans l'espace? Rebecca Barnes répond. Le rayonnement électromagnétique émis par les objets célestes se propage vers la Terre. La détection de ce rayonnement constitue le principal moyen dont disposent les astronomes pour comprendre les processus qui régissent l'univers. Mais la majeure partie de la lumière composant le spectre électromagnétique ne parvient pas à pénétrer l'atmosphère terrestre. Heureusement pour la vie sur Terre, les dangereux rayons gamma et les rayons X à haute énergie sont absorbés par l'oxygène et l'azote, composant la haute atmosphère. La plus grande partie du rayonnement ultraviolet est également absorbée par les molécules d'oxygène et d'ozone contenues dans la haute atmosphère et la stratosphère. Mais un certain nombre de longueurs d'onde très spécifiques parviennent malgré tout à franchir le barrage. La majeure partie de la lumière visible parvient à traverser l'atmosphère, et il en est de même pour le proche infrarouge. La majorité du rayonnement infrarouge est absorbée par les molécules d'eau, mais les astronomes peuvent néanmoins l'observer si leurs télescopes sont installés à haute altitude, là où l'humidité est faible. L'atmosphère est également transparente pour la majeure partie des micro-ondes et des ondes radio plus courtes. La lumière que l'on recueille sur Terre est ainsi déformée par son passage à travers les couches turbulentes de l'atmosphère. Pour disposer d'une image complète de l'univers, les astronomes ont besoin de franchir la barrière de l'atmosphère et de lancer des satellites dans l'espace. L'observation des différentes formes de lumière émises par les objets spatiaux dévoile l'image d'un univers secret. Laurent Vigroux, directeur de l'Institut astrophysique à Paris, explique. Herschel, c'est un observatoire spatial européen de l'Agence spatiale européenne qui dispose du plus grand télescope spatial jamais réalisé. C'est un miroir qui va faire 3,50 m de diamètre. C'est une taille déjà grande pour un télescope au sol, et dans un télescope spatial, ça n'a jamais été réalisé. Même le télescope Hubble, qui était la référence jusqu'à présent, fait un diamètre de 2,50 m. C'est-à-dire, en termes de surface, on gagne un facteur 4 par rapport à Hubble avec Herschel. Alors en plus, Herschel fonctionne dans l'infrarouge, alors que Hubble était plutôt optimisé pour le visible et l'ultraviolet. Et le ciel en infrarouge est extrêmement beau, beaucoup plus beau que dans la partie visible, parce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est essentiellement des étoiles. Pour nous, c'est des petits points. Et quand vous regardez en infrarouge, ce que l'on voit, c'est ce qu'il y a entre les étoiles. Et ce qu'il y a entre les étoiles,
c'est extrêmement curieux. Ça ressemble beaucoup à ce que vous voyez dans un ciel, le ciel de l'atmosphère terrestre, avec des nuages, avec des grands filaments, des voiles, des sortes d'aurores. Donc c'est une structure qui est très compliquée, c'est un mélange de gaz, de poussière, de molécules, et tout ça c'est visible uniquement en infrarouge. Ce milieu est extrêmement important puisque c'est en fait celui qui sert un peu de moteur à l'évolution des objets. C'est à partir de ce gaz entre les étoiles que se forment les futures générations d'étoiles. Et donc Herschel va être le télescope qui va pour la première fois nous montrer les vraies proto-étoiles qui vont devenir après ces étoiles que l'on observe à l'œil nu dans notre galaxie. Donc cette étape est cruciale pour comprendre comment on passe d'un gaz à des étoiles. C'est vraiment le domaine d'observation principal de Herschel. Les objets célestes chauds comme les quasars, les naines blanches, les étoiles dites chaudes émettent une grande part de leur rayonnement dans le domaine de l'ultraviolet. Les objets froids comme les planètes, les étoiles en formation, les nuages de poussière émettent principalement dans le domaine de l'infrarouge. Pendant de nombreuses années, les astronomes ont donc été dans l'ignorance de ces rayonnements invisibles existant dans l'espace. Les pulsars, étoiles à neutrons tournant très rapidement sur elles-mêmes, et les trous noirs, étoiles en effondrement gravitationnel sur elles-mêmes, produisent des rayonnements ionisants X ou gamma. Les ondes infrarouges proches, visibles et ultraviolettes, ont pour principale source des étoiles. Les ondes radio sont produites par certaines étoiles en fin de vie et le font diffus cosmologique, c'est-à-dire les dernières traces du Big Bang. Des sources froides aux plus chaudes, en passant par les sources composites comme les galaxies, l'univers est empli d'émetteurs électromagnétiques.